Bonjour à tous, bienvenue dans ce podcast dédié à la question informatique, de sécurité et tout. Je suis mademoiselle Kondo Serana Noélie et aujourd'hui je reçois deux charmants jeunes hommes à qui je laisserai le soin de se présenter. Oui, messieurs. Bonjour à tous. Donc moi c'est Gbagidi Edi. Donc je suis un administrateur réseau système et sécurité junior, on peut dire. Je vais laisser la parole au Merci, deuxième merci. invité. Merci énormément. Moi, c'est Lantiblé Kodjo. Je suis membre de la communauté OZO et principalement le comité réseau système sécurité. Je suis très passionné de sécurité informatique et j'ai à peine 3 ans d'expérience dans le domaine. Et donc, voilà un peu Kodjo. Donc, monsieur Eddy et monsieur Kodjo. Donc aujourd'hui, nous allons principalement parler de la question réseau, sécurité. Vous en savez quelque chose, non? Vous avez dit tout de suite que vous avez minimum 3 ans d'expérience. Pouvez-vous me dire en quelque sorte qu'est-ce que vous avez fait exactement pendant ces 3 ans? Bon, actuellement, ou au début déjà, il faut dire que il faut comprendre c'est quoi le réseau et les différents types de réseaux qu'on a. Je vais parler de deux types de réseaux. Les réseaux avec fil, c'est-à-dire les réseaux filières et les réseaux sans fil. Donc, le réseau, c'est tout simplement un ensemble de plusieurs appareils qui arrivent à établir une connexion, qu'elle soit physique ou non, et qui sont en mesure de pouvoir se partager des informations. Et donc, les réseaux filières, c'est assez simple à comprendre. Les appareils qui sont dans ce réseau-là sont reliés entre eux avec des fils, différents types de fils. Un peu ça. Et les réseaux sans fil, ce sont des réseaux dans lesquels les appareils arrivent à discuter, à se transmettre des informations sans toutefois avoir des liaisons filaires. Que nous voyons. Exactement. Avez-vous quelque chose à ajouter dessus, monsieur? Euh, bon, merci pour la question. Franchement, Kodjo a tout dit. Il a dit beaucoup de choses. Donc c'est vrai, c'est un réseau système sécurité. Il a parlé un peu du réseau, mais il y a aussi ce côté système aussi qu'on voit, ce côté système où on parle des systèmes d'exploitation. Donc, c'est quoi? Souvent, quand on travaille sur un PC ou un truc comme ça, on voit déjà qu'il y a des trucs installés, Word, PowerPoint, tout ça, c'est sur un grand système. Donc, c'est un peu ça, les systèmes d'exploitation. Peut-être qu'on viendra dessus plus tard, mais en gros, quand on parle de réseau système sécurité, c'est parti aussi compte. Donc, s'il y a quelque chose que je peux ajouter, c'est exactement ça. Merci beaucoup. Donc, dans ma petite recherche, j'ai vu quelques notions qui m'ont vraiment intriguée. On a parlé de routage, de trame et de quelques autres mots. Pouvez-vous me dire davantage sur le routage, monsieur Kodjo? Le routage. Il faut comprendre que c'est un terme assez simple. Comme je le disais tantôt, dans un réseau, les appareils doivent être en mesure de communiquer entre elles. C'est bon? Et pour communiquer ou pour envoyer l'information au bon endroit, on fait ce qu'on appelle le routage, ou les équipements font ce qu'on appelle le routage. Et notons que ce n'est pas tous les équipements qui font cela. Les équipements qui font ce que nous appelons routage sont appelés routeurs. Et ce que nous appelons commutation, c'est les switches. On les appelle les switches, les commutateurs. C'est eux qui font la commutation. Je vais un peu expliquer le routage, ce que j'en sais. Le routage, comme je le disais, c'est ce mécanisme que l'appareil, le routeur fait pour déterminer ce message qui est venu chez moi, c'est destiné à qui? Qui doit le recevoir? Et qui est-ce qui doit la personne qui doit, ou l'appareil qui doit recevoir ce message-là, quel serait le meilleur chemin? Est-ce que c'est à gauche? Est-ce que c'est à droite? Par où est-ce que je dois envoyer le message pour que il arrive à destination? Donc, tout ce mécanisme-là, l'appareil l'effectue et détecte que, c'est par ici que je dois envoyer tel message pour qu'il arrive à destination et beaucoup plus vite s'il passait par ce chemin-là. Donc, c'est un peu ça, le routage. Merci beaucoup. C'est très clair. Merci, votre explication était nette. Je vous remercie beaucoup. Donc, monsieur Eddy, vous avez parlé dans votre petite introduction de système d'exploitation. Pour moi, c'est juste un logiciel qu'on installe pour permettre de mieux utiliser le PC. C'est tout ce que j'en sais. Expliquez-moi davantage, s'il vous plaît. Les systèmes d'exploitation, c'est quoi? Donc, je disais, on va revenir dessus. Bah, voilà.
Ok, donc les systèmes d'exploitation, comme je le dis, quand on prend un PC en général, bon, un utilisateur qui ne s'y connaît pas vraiment, quand il prend un PC, la plupart du temps, il démarre son PC et puis il travaille sur les choses, il voit les Word, tout ça, mais des fois on voit un logo Windows, un logo comme ça, c'est que la plupart des PC ont comme système d'exploitation de base, c'est Windows 10, que ce soit Windows 10, Windows 11, Windows 7. Pourquoi? Parce que Windows, c'est le système d'exploitation le plus utilisé. Donc, les systèmes d'exploitation, c'est en fait les systèmes qui sont installés sur les machines pour pouvoir les utiliser. En gros, quand on a un ordinateur comme ça ne veut pas dire directement que on peut travailler dessus. Parce que, bon, il est là, on a juste un équipement comme ça et un écran, mais déjà, qu'est-ce qui est sur l'écran pour que nous, on puisse voir tout ça? Je ne comprends pas. Il y a un truc qui me dérange. Oui. Comment vous dites que lorsque j'achète mon PC, je ne peux pas directement travailler dessus? C'est pour ça, les systèmes d'exploitation, la plupart du temps, on installe des systèmes d'exploitation sur les ordinateurs avant de les mettre en vente. Donc, revenons sur cette question de système d'exploitation. Le système d'exploitation, c'est un peu, euh, c'est pas un logiciel, c'est pas un logiciel, parce que les logiciels, ça s'installe sur ces systèmes-là, en fait. Donc, le système, c'est un peu celui qui est à la base de tout. On peut dire. On peut prendre cet exemple-là. Donc, le système est comme ça. Et puis, il y a différents types de systèmes. Donc, quand on parle de système d'exploitation, la plupart du temps, comme on l'a dit, c'est Windows parce que c'est le système d'exploitation le plus connu et tout ça. Mais quand, par exemple, pour les gens qui ont des PC comme les MacBook, vous avez probablement remarqué que leur système d'exploitation, leur environnement est différent. Comme vous connaissez pas la notion de système d'exploitation, vous allez voir que si vous avez votre PC, par exemple, HP, vous payez votre PC HP, peut-être il y a un Windows dessus. Donc, vous ne connaissez pas la différence vraiment. Mais vous voyez votre ami qui a un Mac, il a un environnement un peu différent du vôtre. Et c'est parce que c'est des systèmes d'exploitation différents. Donc, par exemple, les MacBook utilisent les systèmes Darwin. Donc, ça aussi, c'est un autre type de système d'exploitation. Donc, il y a trois grands systèmes d'exploitation, comme on peut dire. Il y a les Linux, les Windows et puis le Darwin. Darwin, c'est pour les MacBook. Et Linux, c'est un autre type de système d'exploitation open source, un peu ouvert et qu'on utilise vraiment, désolé, et qui est basé sur le node Unix. Et Windows, c'est un système d'exploitation, disons, payant. Mais bon, on l'utilise gratuitement. Pourquoi vous avez dit disons payant? En fait, c'est un système basé sur, en fonction des fonctionnalités que tu veux. Donc, s'il y a des fonctionnalités avancées que tu veux utiliser, tu vas payer une clé pour pouvoir activer ces fonctionnalités. Mais si tu n'as pas ces fonctionnalités-là, en fait, tu n'as pas besoin de ces fonctionnalités, tu n'as pas besoin de payer une clé, tu peux l'utiliser gratuitement. Donc, c'est pour ça que j'ai dit, disons, payant. C'est clair? Oui. Ok, Ouais. merci pour la question. Bon, ces derniers temps, il y a un terme qui revient souvent dans le domaine informatique. On parle de la sécurité. Donc, on a un peu parlé du réseau et des systèmes d'exploitation. Donc maintenant, quels seraient pour vous les différents défis auxquels se heurte ce domaine? Défis, hein, défis en sécurité informatique. Il y a de nombreux défis, hein. Il y a tellement de défis qu'on peut citer. On a les menaces au système d'information. On a les vulnérabilités qui sont exploitées. Et on a des gens qui sont là, dont l'objectif est d'empêcher l'information d'atteindre la bonne destination ou de voler des informations sensibles. Des informations, par exemple, de votre compte bancaire pour pouvoir retirer votre argent à votre insu. Donc, ces gens-là qu'on appelle souvent hackers, qui en réalité ne sont pas tous de mauvaises personnes, puisque hacker désigne juste quelqu'un qui a des compétences un peu poussées ou des compétences avancées dans le domaine de l'informatique, de la sécurité et du réseau. Et donc, les hackers, il y en a les bons, il y en a les mauvais. Les bons, souvent, on parle de white hat, et les mauvais, c'est souvent les black hat. Et il y a le juste milieu, qu'on appelle souvent, hein, on ne sait pas trop dans quel cas ils sont. On parle de grey hat, si j'ai bonne mémoire. N'est-ce pas, Eddie? Ouais, c'est un peu ça. Donc, moi, il n'y a pas grand-chose que je peux ajouter. Il a parlé beaucoup de... Moi, j'ai vu quelque part les red hats. Les red hats. Tu as vu ça où? Bon, je me baladais sur un site de Linux, puis j'ai vu le mot red hat.
genre les chapeaux rouges, quoi. Ok, ok. Red Hat se rapproche un peu plus de... On avait parlé tout à l'heure de système d'exploitation. Red Hat se rapproche un peu plus de ce terme-là, puisque parmi les systèmes que Eddie a cités, il a parlé de Linux. Et Linux, comme il l'a expliqué, c'est open source, gratuit, libre, à l'utilisation de tout le monde. Et il y a plein de distributions. Des options avancées. Bien sûr, effectivement. Et donc, il y a de nombreuses distributions. Et parmi ces distributions-là, on a la distribution Red Hat. Et c'est leur logo. Et quand tu vois cela, c'est sûrement rattaché à leur système d'exploitation. Voilà. Je me posais une question. On a parlé de réseau. On n'a pas parlé de celui qui est au centre. Qui gère tout ça? Quelle est son appellation? Comment on l'appelle? Dis, tu peux nous aider un peu, s'il te plaît? En fait, pour celui qui gère le réseau, on va pas dire gestionnaire ou gérant. On parle souvent d'administrateur réseau. Donc, très souvent dans les entreprises, dans des grosses boîtes, il y a différents trucs parce que réseau, système, sécurité, c'est différent. Donc, il y a les administrateurs réseau, les administrateurs système, les ingénieurs sécurité. Mais dans la plupart des boîtes, parce que bon, c'est pas forcément les grosses boîtes on a, il y a les administrateurs réseau, système et sécurité tout simplement. Donc, qui gèrent tous ces éléments-là, que ce soit le réseau, système, sécurité, mais ils ont aussi une équipe. Donc, ils ont une équipe avec laquelle ils travaillent. Donc, ils font pas tout seuls. Exactement. Maintenant, quelle est leur responsabilité au sein d'une entreprise? Qu'est-ce qu'ils font? En parlant de responsabilité, je vais mentionner quelques-uns. L'administrateur réseau, tu as parlé d'administrateur réseau. L'administrateur réseau, son rôle, c'est, comme on dit, de gérer le réseau. Gérer le réseau en quel sens? Il est le garant, le premier garant de la sécurité du réseau. D'abord, c'est celui qui est là pour mettre en place le réseau s'il n'y en a pas. C'est pour mettre en place, faire en sorte que tel appareil, si quelqu'un est à tel étage, il soit en mesure d'imprimer quelque chose à tel niveau, envoyer une information à son niveau vers quelqu'un qui est dans une autre partie de l'entreprise. Ça, c'est mettre en place le réseau. Et c'est lui le premier qui doit rester devant pour qu'on mette en place ce réseau-là et pour qu'il fonctionne bien. Pour que ce réseau fonctionne bien, on avait parlé avant de routage. Donc, c'est lui qui fait ces configurations-là pour faire en sorte que les informations venant de là vont vers ici ou vont vers ici de cette façon ou de cette façon-là. Les équipements à utiliser, c'est lui qui doit être en mesure de déterminer quels sont les équipements que l'entreprise doit acheter en fonction du réseau qu'ils ont envie de mettre en place. Donc, c'est lui qui s'occupe de ça. Maintenant que le réseau est totalement en place et les choses fonctionnent bien, il doit s'assurer, surveiller le réseau, faire en sorte que tout se passe bien. Puisque, comme on l'avait dit, il y a des gens qui sont là, mal intentionnés. Leur objectif, c'est de faire en sorte que les choses ne fonctionnent pas correctement, qu'ils soient à l'extérieur de l'entreprise ou à l'intérieur. Donc, lui, il est là, devant son poste. Il fait en sorte que il essaie de voir qu'est-ce qui se passe dans le réseau, qui fait quoi, quand, comment il le fait, etc., etc. Il fait une surveillance de réseau. On parle souvent de monitoring. Et dis, tu as quelque chose à ajouter, s'il te plaît? Justement, j'allais en venir. Si je dois ajouter un truc, c'est que l'administrateur réseau, système, sécurité, c'est quelqu'un aussi qui apprend de jour en jour, qui se documente beaucoup. Parce que les technologies qu'on a actuellement, c'est pas, on parle de vulnérabilité, de faille. C'est pas une sécurité absolue. Des fois, juste vos équipements là qui sont là avec vos systèmes, il y a pas, il y a des histoires de mise à jour, des histoires de nouvelles failles. Donc, il est là tous les jours à se documenter. Donc, pas forcément le travail en entreprise, mais tous les jours, il fait des recherches, il voit c'est quoi les nouvelles failles, c'est quoi si il est toujours à l'affût des informations pour savoir comment toujours sécuriser ces systèmes, parce que c'est son objectif. Et quand on parle de la vie d'un administrateur système réseau, en général, quand il vient au boulot le matin, on peut dire que l'admin système réseau, il fait un check-in ou bien il vérifie la plupart des équipements. Tout va bien. Quand je suis parti hier, bon, je suis revenu aujourd'hui. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui a changé? Tout fonctionne normalement. OK, tout fonctionne normalement. Non, tout fonctionne pas normalement. Je vais vérifier ici. OK, l'utilisateur là n'arrive pas à se connecter. Pourquoi? Ainsi de suite. Donc, c'est un peu comme ça la vie d'un administrateur système réseau. C'est-à-dire, quand il finit de mettre en place les équipements, ça ne veut pas dire que tout est fini. Il est toujours là à veiller et à s'assurer que tout fonctionne bien. Parlant de mise à jour, j'aimerais ajouter que il s'assure aussi que
est-ce que l'équipement dont on parle a besoin de cette mise à jour-là? Est-ce qu'il en a besoin? Si oui, il fait en sorte que l'équipement soit mis à jour. Sinon, il fait en sorte que l'équipement ne prenne pas la mise à jour en compte. Il doit aussi informer ou former les utilisateurs en entreprise parce que souvent les failles ou les moyens les plus simples par lesquels les réseaux sont attaqués ou sont affaiblis, c'est en interne. C'est souvent un utilisateur qui a fait quelque chose qu'on lui a dit de ne pas faire. On dit par exemple, à telles heures de travail, n'ayez pas accès à de tels sites. À YouTube par exemple, un site comme ça. Les utilisateurs, n'étant pas conscients de l'enjeu et du danger, ils se permettent de faire ces choses-là. Et l'administrateur réseau, il s'assure à ce que, à certaines heures, même si tu essaies d'accéder au site, tu n'auras pas accès au site. C'est bon. Il informe les utilisateurs que vous ne devez pas, par exemple, brancher des clés comme ça. Il faut suivre un protocole. Il faut faire ceci, faire ceci. Donc, c'est lui le premier. On va parler d'avant-gardiste du réseau de l'entreprise. Très belle explication. Bravo. Vous avez parlé de l'utilisateur et du danger qu'il représente pour les systèmes d'information en quelque sorte. Oui. Quelles sont alors les pratiques que vous conseillez que ces utilisateurs adoptent pour éviter tout dommage? Bon, on va parler d'un point de vue général. C'est mêler les utilisateurs qui sont chez eux à la maison et ceux de l'entreprise. C'est bon. Quand on va parler par exemple d'utilisateurs qui n'est pas forcément en entreprise, il doit faire attention par exemple aux sites auxquels il essaie d'accéder. Par exemple, certains sites proposent des publicités. Et D'autres ne nous proposent pas et nous l'affichent. exactement. Et ce genre de site-là, souvent, on se sert des publicités-là pour faire en sorte que toi qui cliques dessus, tu chopes ce qu'on appelle un virus. Un virus. Le virus, c'est tout simplement un logiciel malveillant qui t'empêche d'avoir accès à tes informations. Et souvent, la personne qui a mis en place cela va demander une rançon pour que tu aies à nouveau accès à tes informations. On parle de rançon logiciel ou de ransomware. Mais est-ce que tout virus est un ransomware comme Eddy, tu veux bien nous aider un peu? Justement, parlant de virus et tout ça, on a parlé de virus pour globaliser. Sinon, en sécurité informatique, il n'y a pas que des virus. Les virus, en fait, c'est une partie. Il y a différents types de virus, on peut dire. Il y a les virus en soi, les vers, les rançongiciels, là, comme on le dit. Donc, les rançongiciels aussi, c'est un type de virus, comme il a dit. Il y a les trojans. Les trojans, c'est un peu un virus. Les chevals de, on parle souvent de cheval de Troie. Donc, ça aussi. comme dans le livre Cheval de Troie. Non, c'est un type de virus aussi. Et Également, qui prend contrôle de quelle votre est sa machine. spécificité? Il peut envoyer. En fait, c'est un virus très facile à mettre en place Oui. qui peut permettre maintenant à un attaquant d'accéder à votre équipement à distance ou soit d'envoyer, de collecter des informations sur votre équipement, de l'envoyer à l'attaquant. Maintenant, comment est-ce qu'on peut savoir qu'on est victime d'un virus? Justement, c'est là qu'intervient le travail aussi de l'administrateur réseau, système et sécurité. En temps normal, ça c'est un ingénieur en sécurité, mais tout dépend de la taille de l'entreprise. Mais c'est un travail. Beaucoup sur la taille de l'entreprise. Oui, parce que la taille de l'entreprise compte. Parce que la plupart une petite entreprise ne peut pas forcément se permettre d'avoir tout le monde. Par exemple, un ingénieur en sécurité, un ingénieur en réseau, parce que ça aussi, ça coûte cher. C'est pas n'importe quel travail aussi. Veiller tous les jours et tout, c'est forcément bien payé. Donc, c'est pour ça que j'insiste sur la taille de l'entreprise. Voilà, Donc, pour continuer, je disais, il y a les gens comme ça, comme je le dis, quand il vient, je l'avais déjà dit, quand il vient en entreprise, il fait un check-in, vérifie si tout va bien. Les administrateurs réseau, système, sécurité ont souvent un système. On parle de journalisation. Donc, ils ont ça chez eux, bon, ils installent ça dans l'entreprise. C'est pas un logiciel en soi, c'est un système c'est-à-dire, c'est pas un logiciel forcément qu'on installe. C'est un système qu'on met en place. C'est un peu comme tu déploies une solution qui permet maintenant de recueillir les événements sur tous les ordinateurs, tous les équipements de votre entreprise là.
Donc, quand il recueille les informations comme ça, lui, quand il vient le matin, il a ça sur son écran qui s'est affiché. Donc, il vérifie pour voir c'est quoi le nouveau, le truc qui est, bon, si tout est normal. Donc, il y a des degrés d'alerte. Donc, on parle d'alerte des niveaux de sévérité. Donc, si tout est bien, il verra, ça c'est critique, ça c'est une information juste à négliger, ça c'est quoi. Donc, il verra tout ça. C'est un peu comme ça, l'administrateur système se tient au courant des choses qui se passent maintenant sur votre ordinateur. Dans notre système de journalisation, Oui. il n'y a pas une appellation plus simple que journalisation. On parle souvent de syslog. On parle souvent de syslog. Je n'ai pas mentionné syslog parce que bon, c'est souvent pour les gens dans le domaine. Journalisation, les journaux, et c'est bon. Voilà, donc on parlait tantôt de mesures de sécurité. Qu'est-ce qu'on peut faire pour de bonnes pratiques de sécurité informatique? Merci. Donc l'utilisateur doit faire attention, comme on le disait tout à l'heure, au site auquel il essaie d'accéder. Aussi, on va essayer de limiter les dégâts des virus en installant ce que nous appelons les antivirus, par exemple. Des exemples d'antivirus, on peut parler de Kaspersky, McAfee. Donc, il y a plein de distributeurs ou d'entreprises qui offrent ces services-là. Tu achètes l'application, tu achètes pas l'application, mais tu payes pour pouvoir déployer l'application sur ta machine et tu l'installes et il fonctionne. C'est bon. Donc, il te préserve contre les virus, etc. L'utilisateur doit aussi faire attention à bien manipuler ses mots de passe. Il y a des critères de manière générale lorsque on essaie de concevoir un mot de passe, que ce soit pour l'accès à la machine, que ce soit pour l'accès à un compte que tu as pour un site web. Il faut minimum 8 caractères et ces 8 caractères-là doivent contenir des majuscules, des minuscules, des caractères spéciaux et des chiffres pour faire en sorte que si quelqu'un essaierait d'avoir accès frauduleusement à ton compte, il aurait sérieusement du mal. Donc ça, c'est la gestion de mots de passe. Donc c'est un peu quelques pratiques dont je peux... Si on a un mot de passe, n'y aurait-il pas au moins de sécuriser ce mot de passe? J'ai entendu une fois en passant lors d'une discussion avec mes supérieurs la double authentification. La double authentification. Bon, si comme toi-même tu l'entends dans l'expression double authentification. L'authentification, c'est quoi? C'est lorsque tu essaies d'avoir accès à un système d'information et le système s'assure que tu es la bonne personne. Et ce que tu lui fournis en tant que clé pour dire que c'est effectivement moi qui essaie de m'accéder, il vérifie cela et se dit que, ah, ok, pour telle personne-là, voilà l'identifiant qu'il doit entrer pour avoir accès au système d'information. Et donc, lorsque cette vérification est faite et que c'est juste, tu as accès à ton système. Mais ça, c'est une seule authentification. Tu viens de te connecter. Mais pour t'assurer qu'effectivement, c'est bien toi, le système fait en sorte que tu dois entrer un deuxième mot de passe. Même si ce n'est pas un mot de passe, tu dois essayer de démontrer effectivement que c'est toi par un autre moyen. Il ne s'agit pas que de mots de passe, il s'agit aussi de clés. Par exemple, quand tu essaies d'accéder à un site web avec tes identifiants, le site te dira peut-être que j'ai envoyé un compte à ton mail pour m'assurer que c'est effectivement toi. Donc, entre le mail là pour prouver une deuxième fois que c'est effectivement toi. Donc ça, c'est par exemple une mesure de double authentification. On parle même de multi-facteurs d'authentification. Donc, ce n'est pas que deux. Tu peux mettre en mesure 3, 4. Ça dépend du système et de ce que vous avez envie de sécuriser. Exactement, exactement. Merci beaucoup. Donc, nous allons un peu monter dans les nuages, comme on dit, dans le cloud. Que pouvez-vous nous dire sur le cloud computing, monsieur Eddy? Merci pour la question. Donc, pour le cloud computing, dans les nuages, tu as dit. Enfin, c'est pas les nuages en soi. Hein. Oh. Quand on parle de cloud, c'est pas tu vas aller voir les nuages, il y a un peu de tonnerre, il veut pleuvoir et puis c'est ça le cloud. Mais le mot dit nuage. Bon, quand on parle de cloud computing, en gros, c'est quoi? C'est le fait d'accéder. En gros, il y a des serveurs à distance sur lesquels on peut travailler. Donc, on a nos ordinateurs. En temps normal,
Quand tu as ton ordinateur comme ça, tu travailles sur ton ordinateur, tu télécharges des choses, tu sauvegardes tout sur ton ordinateur. Mais avec le cloud computing, ce qu'on peut faire, c'est qu'on n'a même pas besoin d'installer nos outils, tout ça sur notre ordinateur ici. Tu prends ton ordinateur et puis tu te connectes en ligne. Donc déjà, il faut être connecté à Internet. Donc tu te connectes. Et maintenant en ligne, tu accèdes à quelque part une base de données, un endroit quelque part. Tu vois que voilà, là-bas, tu as un système avec et sur lequel tu peux installer tel logiciel. Donc en gros, c'est ce quelque part là, le cloud. Maintenant, le cloud, il est comment? Ouais, je viens sur ce quelque part. Le cloud, en fait, c'est juste un tas de serveurs, on peut dire. Un tas de serveurs que de grosses boîtes ont déployé. Par exemple, il y a les clouds, quand on parle de cloud, il y a des clouds Azure, Alibaba, Google, ainsi de suite. Donc, Azure, c'est pour Microsoft. Donc, la plupart du temps, enfin, c'est le plus connu. Donc, ce cloud, par exemple, c'est un tas de serveurs, un ensemble de serveurs différents qu'ils ont déployés, mais quelque part très loin. La plupart du temps, c'est dans la mer profonde, quelque part, pour que, bon, voilà, ces serveurs, parce que les serveurs, c'est des équipements qui tournent tous les jours, donc ils doivent toujours être au frais. Euh, Quoi de mieux que de laisser ça dans la mer? C'est bien frais. Bah non, il y a des systèmes avec des câblages puissants qui permettent, On peut parce pas que laisser un ordinateur. Déjà que je verse quelque chose sur c'est mon pas PC, un il brille. ordinateur. C'est pas qu'on l'a laissé dans l'eau. Il y a un Vous avez endroit. dit dans l'eau. Monsieur Évidemment, Kodio, évidemment, Oui, Eddie évidemment. essaie d'expliquer d'ailleurs, quand il parle de mettre dans l'eau, les équipements ne sont pas plongés directement dans la mer. Non. Les ingénieurs ont mis en place des systèmes, hein, je vais dire, de fortification, qui permettent de mettre ces serveurs-là dont Eddie a parlé dans les bonnes conditions dans lesquelles on arrive à les enfoncer dans la mer pour que malgré qu'elles tournent tous les jours, il n'y ait pas de surchauffe et que les fonds marins arrivent à les refroidir. Ce n'est pas d'ailleurs le seul moyen utilisé. Les grosses boîtes utilisent de grandes salles dans lesquelles on place des climatiseurs. Donc il y a une climatisation forte et les serveurs la tournent et le système de refroidissement des climatiseurs permet de rafraîchir ces serveurs-là. C'est ce que Eddie essayait d'expliquer. Donc, en revenant sur le cloud maintenant, c'est ces endroits-là. Sur ces endroits-là, on a des stockages, disons, presque illimités parce que euh, nous, quand on veut maintenant s'offrir un service et on ne veut pas installer ça sur notre PC, on va contacter ces fournisseurs-là maintenant de cloud, ces fournisseurs de services en ligne. On leur dit que voilà, je veux, je veux un environnement où je vais travailler, mais je ne veux pas installer ça sur mon PC. Donc, je veux travailler sur le cloud. Et ils se disent, OK, vous voulez travailler sur le cloud, on fait avec des abonnements. Tu fais un abonnement de 1 mois comme ça avec ce prix-là et tu as ces données en fonction. Si tu veux étendre tes données, tu ajoutes de l'argent. Enfin, c'est le monde normal. Exactement. Eux aussi, ils ont besoin d'administrer. En même temps, comment toi, tu penses qu'on peut gérer un serveur dans l'eau si on n'a pas assez d'argent pour payer les gens qui vont aller gérer? Donc, c'est un peu ça. Donc, c'est, Donc, c'est un peu en ça que consiste le cloud. En gros, il y a des serveurs à distance sur lesquels on peut travailler, on peut faire de tout ce qu'on veut, tout ce qu'on veut, tous les projets, tout est réalisable. La plupart des entreprises, vous allez remarquer, qui migrent vers le cloud parce que sur le cloud, nos données sont, c'est pas en totale sécurité, mais il y a ce côté surtout disponibilité qui est très intéressant. En gros, évidemment, il faut être connecté. Donc, en gros, vous êtes connecté et puis vous avez vos données qui sont sur le cloud. En gros, maintenant, s'il y a une faille, leur serveur, ça explose, peu importe. C'est pas votre problème. Vous accédez toujours à vos données parce que on parle surtout des effets de redondance. Donc, vos serveurs, vos données qui sont sur ce cloud-là, le cloud, c'est pas seulement dans une seule zone, on le déploie. Donc, c'est-à-dire, les gens qui ont installé leur serveur, c'est pas seulement dans une seule zone. Donc, là-bas, un problème, il y a ça, vos données qui sont répliquées automatiquement sur une autre zone au niveau d'autres serveurs. Donc, vous, en temps normal, vous travaillez sans vous soucier de la perte de vos données, ainsi de suite. Donc, le cloud a vraiment des avantages et c'est un peu pour ça que vous entendez son nom maintenant régulièrement. Voilà. Eddie l'a dit, c'est un peu ça, le cloud. Et on a besoin d'avoir absolument accès à Internet pour pouvoir accéder à nos informations. À moins que un dégât survient en même temps sur toutes les zones dans lesquelles on a placé les serveurs, sur lesquels il y a tes informations. Si jamais ça arrivait, Tout le monde dit la Terre qui explose, hein? voilà. Mais je doute que cela arriverait. Donc les entreprises qui fournissent ces services-là prennent des dispositions
pour faire en sorte que les serveurs qui sont dans ces endroits dont on a parlé là sont synchronisés entre elles automatiquement. Donc, quand tu essaies d'uploader une information, d'envoyer ou de récupérer, de faire des modifications sur tes informations en ligne, ce même processus est effectué sur les autres serveurs qui ont la même liaison, hein, dont on parle de redondance et de synchronisation, au fur et à mesure que tu opères, hein, en ligne. Et donc, si jamais un des serveurs ou une zone a un souci, l'autre zone est là pour assurer la disponibilité de ton information. C'est ce qui est bien avec le cloud. Maintenant, parlons en termes financiers, budgétaires. Entre la création et la mise en place d'un réseau physique et le cloud, qu'est-ce qui m'avantage? Justement, le cloud n'est pas venu juste comme ça. L'un des principaux objectifs de la venue du cloud, c'est principalement pour éviter ces dépenses-là, ces dépenses colossales que l'on fait lorsqu'on veut mettre en place un réseau totalement fonctionnel de bout en bout chez soi. Les serveurs, ce ne sont pas des petits biscuits. On ne sort pas et on achète un serveur. Tout le monde ne se lève pas pour acheter un serveur. C'est des équipements qui coûtent extrêmement cher. Et donc, le cloud a permis à ce que, à moindre coût, tu peux avoir un serveur, déployer ce dont tu as besoin, envoyer des informations, les récupérer, faire un nombre incalculable de choses via Internet. Donc, tout ce que toi, tu as besoin de faire, c'est te débrouiller, d'avoir une connexion Internet. Donc, ça permet de réduire les coûts. En tout cas, par rapport à la mise en place d'un réseau de bout en bout. Et ce qui est bien aussi avec le cloud, c'est pas toi qui gères la majeure partie de la sécurité. Puisque si tu devais mettre en place un réseau, tu es obligé de soit prendre quelqu'un, hein. On a parlé d'administrateur, tu dois prendre un administrateur, quelqu'un qui maîtrise les choses, qui a des informations poussées sur la chose. Si toi-même, tu n'es pas en mesure de le faire. Et d'ailleurs, tu ne peux pas t'occuper de tout ça toi-même. Donc, c'est des coûts, c'est de l'argent, tu dois le payer par mois, il doit tout faire pour maintenir les serveurs, etc., etc. Or, avec le cloud, ceux qui t'ont fourni le cloud, les fournisseurs de services cloud, se chargent de cela, la majeure partie en tout cas. Et il y a même cette possibilité de faire un peu moitié équipement chez soi, moitié service cloud. Tu te rends compte que, ok, je suis en mesure de mettre en place cette partie du réseau. Pourquoi? Parce que cette partie du réseau est tellement importante que je ne peux pas me permettre de laisser les fournisseurs cloud s'en occuper. Donc, tu te permets d'acheter les serveurs, de les configurer. Pour ce but précis-là, c'est avec toi. Et toi-même, tu gères la sécurité. Mais le reste ou la partie restante du réseau, pour d'autres services, tu laisses le soin à un fournisseur d'accès ou de services cloud de les gérer. Et c'est totalement possible d'interconnecter autant pour moi ces deux parties du réseau-là. Ça fonctionne absolument très fluidement et tu ne remarqueras même pas qu'il y a une subdivision entre les deux parties. Sauf si ta connexion n'est pas bien. Merci. Exactement. Donc, j'ai pas d'ajout précis sur ça. Mais quand on parle de finances aussi, comprenez que ça varie aussi, hein. Par exemple, si je suis une petite boîte et je veux m'offrir beaucoup de services, autant payer mon serveur si je pense que ça sera mieux. Parce que au fur et à mesure que tu augmentes les services sur un cloud, tu paies. C'est comme ça. Par exemple, tu as payé pour un petit serveur, mais tu vois que finalement j'ai besoin de 2 serveurs, bah tu paies avant de prendre un autre. Et c'est un abonnement que tu fais. En gros, c'est pas quand tu paies, c'est à vie. Donc tu paies périodiquement. Donc c'est un peu comme ça. Mais en fait, en général, le cloud, il est vraiment, il facilite vraiment ouais, voilà, plus accessible, les coûts sont vraiment réduits. Mais la plupart du temps, il faut qu'on travaille en hybride. On a certaines données, on synchronise et puis on essaie de travailler aussi. Mais un fait assez Hybride, intéressant c'est quand on parle de cloud, c'est aussi le fait que tu paies seulement ce que tu utilises. Cette partie aussi peut être dangereuse. Parce que si j'ai un serveur Oui. physique chez moi, Oui. je peux ne pas utiliser de l'espace, mais l'espace est là.
cas où j'en ai besoin, je peux directement transférer mes données sans demander l'autorisation, sans passer par tout un tas de protocoles. Mais là, la partie où je paie ce que j'utilise, si j'utilise plus que ce que je n'ai payé, Justement, tu ne peux pas utiliser plus que ce Tout que ce tu que as tu as payé. payé. Parce que Exactement. C'est ce quand tu que, paies, par exemple, un serveur, tu parles de physique. Supposons que ton serveur physique a 250 gigas. Un exemple banal de RAM, non, ouais, de RAM, disons, 250 gigas, et tu utilises 20 gigas de RAM. Donc, il te reste beaucoup. Mais si tu vas au niveau du cloud, tu lui dis, moi, je veux utiliser 20 gigas de RAM. 20 gigas, ça coûte par exemple 10 000 francs. C'est un exemple banal, ça ne veut pas dire que c'est vrai, c'est plus cher que ça. Donc 20 gigas, ça coûte par exemple 10 000 francs. Donc tu paies 10 000 francs pour les 20 gigas, tu pas plus. En gros, tu ne peux pas excéder ce niveau. Maintenant, si ton service a besoin de dépasser 20 gigas de RAM là, donc tu as besoin d'excéder, alors que tu avais déjà payé pour 20 gigas, c'est pas grave, tu paies encore et puis il t'augmente, c'est tout. Il y a pas, il oui, t'augmente et puis tu oui, continues. Mais si mais tu ne paies pas, tu ne fais rien. exactement. donc, il y a la possibilité que mon service que je vends ou bien que je donne Hum, soit interrompu parce que Non. je n'ai pas assez. Non, ça ne sera pas interrompu. Quand tu n'as pas assez, c'est pour ça qu'il faut avoir un administrateur cloud. L'administrateur cloud Waouh! ici, lui, gère tout ça. Et il voit les statistiques, il voit que franchement, notre charge, le serveur, tout ce qu'on a besoin là, les 20 gigas, ça va pas suffire ou bien c'est presque atteint. Donc, on a besoin d'augmenter de niveau. Et tu augmentes de niveau, ton service va pas s'arrêter durant le processus. Il suffit juste de payer et puis lui, il va t'ajouter la RAM. Tu vas continuer comme si rien n'était. exactement. Merci. En informatique, vous voulez me débrouiller au fait. Alors, Ah, c'est ça, hein. Vous voulez me c'est, débrouiller au fait. qu'est-ce qui n'a pas besoin d'argent dans ce monde? Vous voulez oh. Mais non! Donc, nous avons parlé d'administrateur système, réseau et sécurité. C'est- Maintenant, nous parlons d'administrateur cloud. Évidemment, l'administrateur, il s'installe dans le Il y a nuage un un peu. autre que je ne connais pas. Il y a des administrateurs de tout, hein. Exactement. Ouais, Je vous dis. Donc, une dernière question. Qu'est-ce qu'un appareil connecté ou un objet connecté? J'en ai entendu parler. C'est ma petite nièce qui m'en a parlé. Objet connecté, hein. Objet, bon. Objet connecté. Je ne sais pas d'où elle le sort. Ah, peut-être. On parle en général aussi de... Les gens sont là et puis leur caméra à la maison filme les choses et puis ils voient depuis leur bureau. Peut-être c'est ça, entendu. Donc on parle d'objets connectés à Internet. En fait. Ces objets connectés là, c'est un peu quoi? Alors, moi, j'ai pris l'exemple de caméra. Donc, on peut installer en informatique, c'est un peu ça aussi. Il y a des caméras intelligentes qu'on installe. En gros, tu installes la caméra, elle est connectée à Internet chez toi. Et cette caméra, bah, toi, tu es à la maison et tu décides de voir tout ce que tu vois ça en live. Ou soit tu installes d'autres équipements, un senseur thermique maintenant, par exemple, il vérifie c'est quoi la température et tout. Il y a ça rentre beaucoup aussi dans la domotique. La domotique, c'est cette partie des objets connectés aussi qu'on installe dans les maisons, dans les entreprises. Donc, par exemple, tu installes aussi quelque chose au niveau de ta prise et tu décides quand la prise est allumée ou quand la prise est éteinte. Et à distance, tu peux allumer les lumières chez toi, allumer la télé intelligente. Ouais, voilà, les choses qu'on voit dans les télés, tout ça, en fait, c'est un peu ça qu'on parle de objets connectés. En gros, ces objets-là, ils ont accès à Internet et tu peux les gérer à distance. Tu es là, tu te dis, bon, voilà, il faut que on mette une ambiance de musique, festive et tout à la maison. Tu dis juste, OK Google, mets-moi une ambiance festive à la maison, mais voilà, Alexa aussi, par exemple, mets-moi une ambiance festive à la maison, alors que peut-être toi-même tu es au boulot. Ça sert. Donc, voilà, vous vous demandez à quoi ça sert. En fait, c'est surtout, par exemple, là, quand tu filmes ta maison et tu vois que j'ai dit à mon enfant de ne pas regarder la télé à cette heure-là. Mais tu vois qu'il regarde la télé. Et il a ramené ses camarades pour venir dans le salon s'amuser, regarder la télé. Tu peux faire juste, toi tu le vois. Donc tu dis, OK Google, bien Alexa, éteins-moi la télé. Voilà. Et Alexa t'éteint la télé. Et bon, voilà, la télé est éteinte. Tu as vu quand même ce que l'enfant a fait. Bah, après, maintenant, tu peux revenir à ce que vous avez à dire. Bah,
Vous voyez ça avec l'enfant. Donc, c'est un peu tous ces systèmes-là. Et ça s'installe pas seulement que dans les maisons, dans des entreprises aussi. Donc, par exemple, on peut programmer que, bon, voilà, à cette heure-là, entre 8 heures et midi, la clim doit s'allumer. Après midi, ça s'éteint, c'est parti pour le lendemain. Donc, c'est programmé automatiquement. Tu viens, tu n'as pas besoin d'allumer la clim, ça s'allume à cette température donnée. Pas besoin de faire ces choses-là. La lumière, tu sais que, ok, je programme ça pour que à 20 heures, quand tout le monde part, la lumière s'éteint toute seule. Et c'est comme ça. Donc, c'est un peu ça qu'on parle des objets connectés à Internet. Voilà, c'est ça. L'objectif, je pense, c'est pour se réduire du stress, à Faciliter chaque la fois vie. venir appuyer le bouton. Et vous êtes paresseux. Non, L'informatique nous c'est facilite la vie. l'innovation. Exactement. L'innovation, mais vous vendez l'homme paresseux. Maintenant, c'est l'innovation. Avec la communauté aussi, c'est ce qu'on fait, de l'innovation. C'est pas de l'appareil, on facilite un peu la vie. Si on peut simplifier ces détails-là, on peut vraiment bosser sur d'autres choses plus importantes. Le temps d'aller allumer la lumière, tu as lu 2 lignes. Merci beaucoup. Merci. Ok. On a parlé essentiellement du réseau, du système, de la sécurité. Vous avez parlé des menaces et divers Défi que rencontre la sécurité. merci beaucoup. Maintenant, qu'est-ce que qu'est-ce qu'on pourrait faire? Bien, qu'est-ce que les ingénieurs de sécurité pourraient faire ou bien mettre en place pour éviter tout dommage, comme je l'avais déjà dit, et pour permettre à toutes les unités de l'entreprise ou de la boîte de travailler parfaitement sans interruption, sans utiliser le cloud, la technique est partie, sans vouloir abuser. Je vous écoute. C'est une question très intéressante. Merci beaucoup. Donc, comme on a dit, il y a différents types d'administrateurs. Il y a les administrateurs système, réseau, tout ça. Il y a ce côté aussi sécurité. Donc, si je comprends bien, votre question tourne surtout autour de la sécurité. Oui, Et qu'est-ce qu'on, parce qu'il y a beaucoup de trucs qui voilà. fait peur dans vos réponses. Et qu'est-ce qu'on peut faire dans ce côté sécurité? Franchement, il y a beaucoup de choses à faire, hein. Il y a beaucoup de choses qu'on peut faire. On peut installer des solutions, par exemple, de gestion des incidents, de réponse automatique. On parle de SOAR, des solutions comme des SIEM. Ce sont des solutions qui collectent des événements, des alertes, ils vous informent. Concernant les SIEM, même personnellement, j'ai une chaîne YouTube sur laquelle j'ai fait une vidéo concernant les SIEM. Vous pouvez aller voir un peu en quoi ça consiste. Mais à part ça, franchement, il y a plein de solutions, plein de différentes solutions. Kojo avait mentionné les antivirus comme Kaspersky. Donc, il y a plein de différentes solutions qu'on peut déployer en entreprise. Mais pour moi, quand même, la plus importante et primordiale, c'est la formation des utilisateurs. Parce qu'on a beau déployer toutes les solutions puissantes du monde. Si on dit ce lien est malveillant, quelqu'un envoie un mail et puis il met ce lien dedans. Mais l'utilisateur ne sait pas que ce lien est malveillant. Il ne doit pas cliquer. S'il clique, c'est fini. Tout est foutu. Même si vous avez mis une solution, quelque chose de très fort, tout est foutu. Par exemple, comme une petite anecdote, je vais sortir un peu du sujet de l'informatique. J'avais un chien avant. J'avais un chien, je ne l'avais pas habitué à manger dans son plat que ce qu'on lui donne. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Un jour, un voleur qui voulait venir chez nous, et le gars, il était intelligent. Il est venu avec une bouffe. Donc, il a lancé la nourriture premièrement de la maison. Et c'était une nourriture empoisonnée. Le chien, il a vu la nourriture, il a mangé. Parce qu'il n'est pas formé à manger que dans son plat. Donc maintenant le voleur, le chien, il a attendu tranquillement. Le chien, il s'est écoulé un peu. Et puis lui, il est venu choper ce qu'il a chopé. Donc c'est un peu ça. Quand on ne forme pas les utilisateurs sur vraiment en quoi ce qu'ils veulent, ce qu'ils doivent faire, en quoi consiste cette sécurité-là, ils ne peuvent pas vraiment faire grand-chose. Vous allez installer des solutions, tout faire, mais si l'utilisateur, par exemple, on dit de ne pas cliquer sur ce lien, il clique. Ou soit on dit, bon, ne va pas te connecter sur un Wi-Fi public avec l'ordinateur de l'entreprise. Déjà, l'ordinateur de l'entreprise, normalement, c'est pas censé sortir. Mais tu prends ça, tu te déplaces, peut-être parce qu'on t'a donné un ordinateur avec qui tu peux travailler, lequel tu peux travailler à distance. Donc, tu te déplaces, mais ne va pas te connecter avec un Wi-Fi public parce qu'on peut prendre tes informations de là-bas. Mais si on n'a pas dit ça à l'utilisateur, peut-être qu'il ne sait pas. Donc, lui, ouais, peut-être qu'il n'a pas de connexion, donc il se dit un Wi-Fi public. Donc, tout ça, il faut vérifier. Donc, c'est un peu surtout pour ça que moi, je me focalise
formation des utilisateurs. Donc, je vais laisser Kodjo voir s'il a un apport, des idées à ajouter encore. En fait, il n'y a pas grand chose à dire. Il l'a dit, c'est le point en fait le plus important, la formation où informer l'utilisateur des enjeux, de qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire. Et cette formation-là ou cette instruction-là doit être un peu continuelle. Et il faut le faire assez souvent en entreprise. L'entreprise doit définir une période dans laquelle il doit souvent rappeler ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire. Si jamais tu es en face de cette situation en entreprise, tu vois quelque chose de bizarre, quelle est la première chose à faire? Qui est-ce que je dois informer? Après l'avoir informé, qu'est-ce que je fais? Etc., etc. Et ça, c'est pour, on va dire, les autres utilisateurs. Pour ceux qui se rapprochent un peu plus de l'administrateur, ceux qui sont plus dans le parc informatique et gèrent la sécurité des réseaux et tout, leur formation doit être un peu plus poussée. Puisque l'administrateur lui-même qui gère le parc informatique ne sera pas à chaque fois là. Sera pas à chaque fois là. Donc, mis à part les solutions de réponse automatique en l'absence de l'administrateur, même si l'administrateur n'est pas là, les autres qui le soutiennent dans son équipe doivent être formés pour savoir que quand tel incident se produit, quand ceci se produit, je dois faire ci, faire ça, informer telle personne. La prochaine étape à suivre, c'est ceci, ceci, ceci. Donc, c'est les étapes de la réponse à un incident de cybersécurité ou de sécurité informatique que les utilisateurs doivent savoir et mettre en pratique au cas où. Et ce qui est bien, c'est que les entreprises font également souvent des tests ou des simulations permettant aux utilisateurs exactement, de visualiser à peu près comment est-ce que je réagirais exactement. Qu'est-ce que je dois faire ou comment est-ce que je suis en mesure de réagir dans la mesure du possible si ceci était arrivé ou si ceci était arrivé. Donc, c'est ce point-là dont il a parlé que les entreprises devraient faire l'effort ou que l'utilisateur lui-même doit essayer de mettre en pratique. Donc, nous sommes arrivés à la fin du podcast. Je vous remercie infiniment pour la présence et le temps que vous nous avez accordé. C'était un immense plaisir d'avoir la discussion avec vous. Un plaisir extrême. Merci à tous ceux qui nous ont suivis sur les différentes plateformes. Et j'espère que ce podcast vous a aidé, vous a inspiré à entrer dans le domaine informatique car il est grand et nous vous attendons.